Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à nouveau sur Al24 News. Nous sommes en direct pour l'échiquier international, un espace, vous le savez, consacré au débat autour d'un sujet d'actualité internationale. Et ce soir, on s'intéresse à cette Europe en crise à l'aune du conflit ukrainien, un conflit qui s'éternise et fragilise davantage le vieux continent. Après la crise Covid, l'Europe se montre encore une fois vulnérable face aux répercussions de ce conflit. Crise énergétique, inflation et spectre d'une nouvelle récession. Bref, pour les pays européens, l'année 2023 ne se présente guerre sous les meilleurs auspices. L'effet boomerang des sanctions contre la Russie pèse sur l'Europe et selon les spécialistes, le prix à payer risque d'être lourd d'un point de vue économique, social et même politique. La gestion de ces crises a en tout cas révélé de profondes divisions dans l'Union européenne, vous le savez. Que reflète donc cette désunion autour de sujets aussi délicats? S'agit-il d'un affaiblissement durable de l'Union européenne et quelles en seraient ses conséquences? On essaiera de répondre à toutes ces questions avec nos invités. Karine Béché-Golovko, juriste et professeure invitée à l'Université de Moscou. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Mahfoud Kaoubi, analyste économiste et financier. Merci, Monsieur Kaoubi, d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, nous sommes à quelques jours, Monsieur Kaoubi, de l'année 2023. Quelles prévisions, que disent les chiffres concernant la situation économique et financière de l'Union européenne? Les prévisions ne sont pas du tout positives. Donc, une récession qui s'annonce et une situation sociale qui se dégrade, et des situations financières de plus en plus compliquées, avec une possible défragmentation de l'Europe qui commence à se manifester de plus en plus et des divergences entre les différents pays de l'Europe, notamment les pays les plus importants. Donc, de manière générale, la situation n'est pas du tout réjouissante, au contraire, elle s'annonce très, très négative, avec des prévisions qui tournent autour de la récession principalement et ses conséquences sur le plan social et économique. Alors on parle d'une croissance qui est en berne, c'est-à-dire mondialement, mais pour l'Europe, la situation est plus inquiétante. Donc il y a ces prévisions de l'OCDE qui anticipe justement un scénario de récession pour plusieurs pays de l'Union européenne. L'Allemagne, on le sait, qui est justement la locomotive de l'économie européenne. Cela est inquiétant à plus d'un titre, Monsieur Kaoubi. Oui, à plus d'un titre. L'Allemagne qui n'a pas connu préalablement des déficits, que ce soit de la balance commerciale ou sa balance de paiement, a enregistré des déficits au courant de l'année 2022 et qui pourraient donc clôturer l'année 2022 par une dégradation de tous les indicateurs macroéconomiques. Donc un budget de l'armement qui augmente, des déficits budgétaires, mais aussi une panne au niveau de la machine économique, une récession, voire une désindustrialisation de l'Europe, parce qu'avec cette crise importante en matière de disponibilité et de prix d'énergie, plein de sociétés, et pas des moindres, ont connu une chute importante dans leur volume de production, et beaucoup d'entreprises ont pris la décision d'une délocalisation, que ce soit vers les États-Unis, que ce soit vers d'autres continents. Donc, quand vous le disiez de manière très juste, cette locomotive qui tirait le train de l'Europe commence à se gripper d'une manière sérieuse et elle pourrait avoir des problèmes structurels qui ne sont pas du tout passagers, mais qui sont très profonds et qui risqueraient donc d'entraîner les autres pays et d'impacter la politique monétaire de l'Europe et de causer, encore une fois, la défragmentation de l'Europe.
Très bien. Donc l'Allemagne qui est qui se retrouve en difficulté. Et il faut dire que la crise énergétique y est pour beaucoup. On le sait. La majorité des pays européens sont confrontés à cette crise énergétique. Karine Bécher, Golovko, en guise de réaction des pays européens qui réfléchissent à des plans pour affronter l'hiver, pour se préparer à des coupures d'électricité et de gaz. Cela est invraisemblable. Ah, c'est complètement invraisemblable. On voit que la politique atlantiste est complètement fanatique de l'Union européenne, conduit non seulement les pays européens, comme cela vient très justement d'être dit, dans une récession, mais les conduit sur la voie réelle de la tiers-mondialisation, si on prend les différents critères objectivement de ces catégories. Donc c'est assez surprenant, on va dire, mais cela montre une chose, c'est que toute politique a des conséquences réelles et que toutes les décisions politiques qui sont prises ont des conséquences sur la vie sociale et sur le développement économique des pays. Rien n'est gagné, rien n'est acquis pour l'éternité. Et là, il faut comprendre que la première mesure qui a été tragique pour les pays européens, qui a été adoptée par l'Union européenne, qui a forcé les États européens à l'adopter, et cela a été fait sur demande du département des finances américain, oui. C'est les sanctions, les premières sanctions énergétiques qui ont été adoptées après février et la réaction de la Russie face aux agressions de l'armée ukrainienne. À partir de là, la Russie a réagi et a décidé que désormais le gaz devait être payé ou en roubles ou en monnaie étrangère, mais dans les banques russes. Or, il faut comprendre que jusque-là, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que à chaque fois que la Russie vendait du gaz aux pays européens, elle finançait l'économie européenne, oui. Puisque 90% de ce qui était payé par les pays européens restait en fait physiquement dans les banques européennes. Donc la Russie, à chaque fois quand elle payait, elle ne récupérait pas l'argent. Elle finançait l'économie européenne. Et on voit que l'économie européenne, à partir du moment où elle sort de cette logique coloniale d'exploitation de l'autre pays, elle ne peut pas survivre, elle n'est pas autonome. Et là, on en voit aussi l'une des premières manifestations fondamentales. D'ailleurs, l'ancien vice-chancelier autrichien vient très justement de le déclarer quand il a affirmé qu'ils ont été trompés, entre guillemets, ou ils se sont trompés eux-mêmes d'ailleurs, par les autorités européennes, puisque toutes les sanctions qui leur ont été imposées de prendre contre la Russie, non seulement n'ont pas affaibli la Russie, mais lorsque l'on regarde actuellement les résultats derrière, la Russie, cette année, fait plus de gains concrètement en matière de vente de gaz et de pétrole qu'elle n'en faisait avant. Donc, on voit que l'on sort pour l'Europe d'une phase néocoloniale, en tout cas par rapport à la Russie, et que les économies européennes, qui sont en plus complètement idéologisées au niveau de la prise de décision, ne sont malheureusement pas aptes à y survivre. Et là, ce sont les populations en Europe qui vont devoir en payer le prix. Et je ne suis pas certaine que les Français, les Italiens ou les Allemands aient envie réellement de vivre dans des maisons chauffées à 17 degrés, puisque c'est maintenant ce qui est annoncé pour l'hiver, sans savoir s'il y aura de l'eau chaude suffisamment toute la journée, en se demandant s'il y aura des coupures d'électricité qui vont en plus conduire à la fermeture de certains PMI et PME, notamment tout ce qui concerne les ventes de produits frais, parce que comment derrière gérer au niveau sans avoir de déperdition de produits. L'on entend déjà parler, rien qu'en raison, même sans même parler des coupures, rien qu'en raison de l'augmentation phénoménale des factures d'énergie, il se pose déjà en France, par exemple, la question de la fermeture des boulangeries, qui est quand même une activité traditionnelle pour le pays. Oui, donc on le voit, les pays européens qui souffrent de cette politique adoptée justement en décidant donc ces sanctions contre la Russie qui a réussi en tout cas à détourner toujours ces sanctions. Mahfoud Kaoubi, on a beaucoup parlé du boomerang, de l'effet boomerang des sanctions occidentales contre la Russie. Les Européens qui ont pu donc adopter ces sanctions à l'unanimité sans mesurer donc les conséquences, le prix à payer. Oui, tout à fait. Donc l'Europe
l'Occident, d'une manière générale, a sous-estimé les capacités de la Russie à tenir par rapport à ces sanctions, et les scénarios sur lesquels ont été construits ces sanctions se sont avérés complètement erronés. Et le retournement de la situation a fait que les conséquences soient beaucoup plus catastrophiques sur l'Europe. Et puis donc avec surtout un problème, une crise énergétique sans précédent, et ses conséquences en matière d'inflation surtout, donc qui ne sont pas limitées à l'énergie, mais qui ont touché donc tous les produits alimentaires principalement, oui. Et avec des effets d'entraînement, et ils se sont déplacés à la sphère industrielle de manière générale. Pardonnez-moi, Monsieur Kaoubi. Donc oui. On sait que cette fragilité n'est pas forcément due au conflit ukrainien. Le conflit a aggravé la situation. C'est en fait l'effet immédiat de ces sanctions contre la Russie qui a donc entraîné ces conséquences. Est-ce qu'il y a un problème de dépendance actuellement au sein de l'Union européenne à ces ressources naturelles de la Russie ? Il y a un problème de dépendance, il y a un problème sérieux de dépendance. C'est incroyable la position de l'Union européenne qui avait une disponibilité en matière d'énergie et une disponibilité avec des prix assez intéressants pour une économie qui était convalescente, qui sortait, qui commençait à sortir de la crise relativement structurelle, parce que le problème n'est pas conjoncturel. Quand on examine la situation économique, les déséquilibres budgétaires, les déficits budgétaires accumulés depuis pratiquement 2001. Donc ça ne date pas d'hier, c'est plus de 20 ans. Et voir l'Europe qui commençait à sortir un petit peu de la situation difficile que le Covid déjà a compliquée, voir l'Europe prendre une décision aussi peu réfléchie, à mon sens, est étonnant, et je pense que les Européens n'ont pas imaginé que la Russie tiendrait aussi longtemps, et ils ont pensé que les sanctions produiraient des effets rapides, chose qui s'est pas produite. Et maintenant, les choses sont très compliquées au niveau de l'économie européenne et qui risqueraient d'entraîner. D'ailleurs, le rapport de la Banque mondiale, du FMI est très révélateur par rapport à la zone d'Europe et les prévisions en matière de récession, ce qui dénote que la position par rapport aux sanctions est complètement hors cadre de l'efficacité et de la rationalité qui sont traditionnellement observées dans des situations pareilles par l'Union européenne. Alors, Karine Bechet-Golovko, c'est l'Europe qui accuse le coup actuellement et on ne sait pas à quoi peut-on s'attendre à l'avenir. C'est exact que l'Europe a à la fois surestimé ses capacités et sous-estimé la Russie, parce qu'elle a oublié que la Russie a toujours vécu quasiment sous sanctions, même l'époque soviétique était sous sanctions américaines. Donc il y a une habitude à s'adapter et à adapter l'économie. Par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas négliger le côté de fanatisme idéologique en Europe, parce que on peut effectivement être surpris. Et c'est vrai de recourir aux sanctions alors que déjà l'économie est en berne après. Karine Bechet-Golovko, on va rétablir donc la liaison avec Karine Bechet-Golovko dans un moment. Je reviens vers vous. Allez-y. Karine, oui, désolée, j'ai un problème de connexion. Allez-y. Et donc, après 2 années de sanctions covidiennes, il était effectivement extrêmement surprenant de voir adopter des sanctions contre la Russie. Mais n'oublions pas que parallèlement à cela, donc déjà les pays européens sont énergétiquement extrêmement affaiblis. Ils sont objectivement dépendants des ressources naturelles russes parce que géographiquement, ils sont situés sur ce continent et c'est économiquement plus intéressant de se fournir par, à l'époque, l'Union soviétique, actuellement la Russie, que, comme on l'a vu, par les États-Unis, par exemple, où le gaz coûte extrêmement cher. Mais parallèlement à cela, l'on voit également une espèce de fanatisme contre le nucléaire
qui vient de ce mouvement écologiste qui n'a pas grand-chose à voir finalement avec l'écologie, et qui veut absolument développer des sources alternatives, mettant contre d'ailleurs les résultats scientifiques montrant que pour l'instant cela ne permet pas de faire fonctionner une industrie développée et industrialisée. Donc parallèlement à ça, l'on voit également ce mouvement de désindustrialisation des pays européens. Donc tout est fait depuis des années, et je suis d'accord avec votre intervenant, ça ne date pas de la période ukrainienne, comme vous l'avez dit aussi. La période ukrainienne en fait a mis en lumière un problème fondamental qui est le problème des choix politiques qui sont faits en Europe depuis une trentaine d'années, qui vise à la désindustrialisation des pays européens et à la mise en œuvre de toute une sorte de mécanisme qui conduit à l'affaiblissement de l'économie des pays européens. Est-ce que l'on peut réellement croire que les dirigeants des pays européens, les uns après les autres, voyant que l'économie est de plus en plus en berne, voyant que le chômage monte, voyant que les conditions de vie sont de plus en plus mauvaises pour les populations, tous se trompent? Et là, franchement, personnellement, j'ai quand même beaucoup de doutes parce qu'il faut quand même avoir une certaine constance, on va dire, dans le manque de qualification, dans le manque de professionnalisme pour se tromper aussi longtemps et de manière aussi soutenue. Donc, il me semble quand même qu'il y a à la fois une part de fanatisme qui est mis en place actuellement, qui touche malheureusement les dirigeants des pays européens, et il y a une forme de soumission aux diktats américains qui conduit à chaque fois quand même les dirigeants européens à prendre des mesures qui sont économiquement néfastes pour leur pays. Alors vous avez parlé de la responsabilité américaine, Karine Bécher-Golovko, permettez-moi, pour ce qui est justement de la gestion de ces crises, on l'a constaté, donc elles ont révélé une certaine désunion ou des divisions profondes au sein de l'Union européenne entre dirigeants. Que reflète cette désunion au sein de l'Union européenne, selon vous? Alors, on voit une certaine désunion parce qu'il y a aussi un certain nombre de pays, notamment à l'Est, qui, n'oublions pas, sont dépendants à 100% du gaz russe. Donc, pour eux, couper le gaz russe, c'est suicider la population. Et comment ils vont expliquer ça à leur population? Là, ça commence à poser un certain problème. Mais lorsque l'on parle aussi de la gestion américaine, elle est certes directe au niveau de l'influence directe sur les instances internationales, mais elle est également extrêmement présente au niveau des cabinets de conseil que l'on trouve dans les mécanismes de prise de décision. Il suffit de rappeler en France le scandale autour du cabinet McKinsey, qui est quand même McKinsey France, est un cabinet de consultation qui vient des États-Unis. Le président de McKinsey France est le fils du président du Conseil constitutionnel français. Donc nous avons ici des mécanismes d'influence sur la détermination des politiques nationales dans les pays européens qui sont extrêmement forts. Après, l'on voit également des influences très fortes dans certains pays avec tous ces organismes Soros. Et lorsque certains pays de l'Est européen qui veulent essayer quand même de garder une forme de souveraineté, parce que finalement ils sont rentrés en Europe pour l'Europe et pas pour l'atlantisme, dans ce cas-là, ils sont soumis à des campagnes très fortes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les structures de l'Union européenne commencent à utiliser la menace contre ces pays qui ne veulent pas, entre guillemets, jouer le jeu atlantiste. Et on voit donc ici effectivement qu'il y a un rapport de force qui se met en place. Si jusque-là, l'Union européenne pouvait essayer de présenter un projet qui pouvait avoir un certain côté attrayant, qui avait ce côté un peu fantasmagorique on va dire, de l'Europe des années 70, lorsqu'elle était dans la pleine fleur de l'âge, malheureusement, l'Europe actuellement, c'est une Europe qui est en récession, c'est une Europe qui n'arrive pas à gérer tous les problèmes sociaux, et c'est une Europe qui commence à rentrer dans une forme dictatoriale qui n'a plus grand-chose de soft. Alors, Mahfoud Kaoubi, votre point de vue sur ces divisions que suscite justement la gestion de ces crises au sein de l'Union européenne? Oui, du moment que les situations ne sont pas les mêmes, il est tout à fait normal qu'il y ait divergence en matière de position. Maintenant, le fait là, c'est que l'Union européenne prend ses décisions à l'unanimité, et donc c'est paradoxal. C'est paradoxal, tout à fait. Ce n'est qu'après donc que se sont manifestées donc les divergences avec des positions
de plus en plus tranchée. Prenez l'exemple de la position de l'Italie, qui traditionnellement est solidaire et un des pays locomotives de l'Europe, qui a tranché et qui a pris une position complètement différente à celle de la France, encore moins de l'Allemagne. Maintenant, ce qui est à l'origine, à mon sens, de toute cette divergence, c'est l'absence de projet réel, profond, projet européen, parce que dans les derniers temps ont été marqués par la montée des extrêmes, des partis extrémistes, oui, au pouvoir. Donc, si on prend le cas de l'Espagne, et si on prend le cas de l'Italie, l'Allemagne aussi. Donc, cette absence de projet, cet affaiblissement du projet politique européen, est la conséquence de plusieurs facteurs, aussi bien politiques, économiques, et on dirait qu'il y a une main invisible qui a préparé cet environnement afin de créer une situation de conflit vis-à-vis de la Russie. Et donc, quand on est dans des situations où les institutions sont fragilisées, où les projets politiques sont pratiquement absents, où les logiques extrémistes sont les dominantes, donc on verse sur des idéologies impérialistes, extrémistes, facilement manipulables à distance. Et donc, on voit tout simplement que l'Europe est victime de ces dysfonctionnements, de ces contradictions, donc qui sont loin, comme le décrivait votre invité, du projet européen, du moment du Parti socialiste français ou du parti d'Helmut Kohl, donc qui visait à constituer un vrai bloc qui pèserait sur l'échiquier aussi bien politique qu'économique et qui viendrait contrebalancer le pouvoir des États-Unis et l'hégémonie du dollar et du pouvoir des États-Unis sur le plan politique et militaire. Donc vous voyez que cette fragilisation qui prend toute son origine depuis pratiquement une 30-35 années explique un petit peu la défragmentation aussi bien politique qu'économique que connaît l'Union européenne depuis plusieurs années et qui s'est manifestée d'une manière très très claire dans ce conflit russo-ukrainien. Très bien. Vous avez, Mahfoud Kaoubi, anticipé en évoquant donc les répercussions de ces divergences, de toutes ces crises que vit l'Europe actuellement. Je me dirige vers Karine Béché-Golovko pour justement parler des répercussions attendues. Actuellement, Mahfoud Kaoubi a parlé au début de l'émission de fragmentation de l'Union européenne avec tous ces mouvements sociaux qu'on observe actuellement en Europe. À quoi peut-on s'attendre, Karine Béché-Golovko ? En tout cas, ce que l'on voit une radicalisation et de l'Union européenne et des gouvernements des pays membres de l'Union européenne. Personnellement, je prends avec beaucoup de distance et de circonscription la question de la montée des extrémismes, puisque l'on voit très bien que n'importe quel parti politique qui ose parler de souveraineté nationale aujourd'hui est directement qualifié d'extrémiste. Or, peut-on considérer réellement que parler de souveraineté soit en soi de l'extrémisme ? Excusez-moi, Madame Karine Béché-Golovko, dans les pays européens, c'est surtout les partis populistes qui, justement, dénoncent ce soutien à l'Ukraine, je suppose, je crois. Alors, il y a justement ce qu'on appelle le parti populiste. Si l'on revient sur la terminologie, populiste, ça veut dire qu'il bénéficie du soutien populaire. À une autre époque, on appelait ça les mouvements démocratiques. Et effectivement, ce sont ces partis qui ne sont donc pas dans la branche globaliste, donc qui sont plus souverainistes, qui dénoncent le soutien aveugle. Karine Béché-Golovko. On va essayer d'attendre que Karine Béché-Golovko se manifeste. Allez-y. Il reste pratiquement 1 minute avant la fin de l'émission. Allez-y. Effectivement, oui, ce sont réellement donc ces mouvements qui sont plus populistes, qui dénoncent le soutien à l'Ukraine. La question qui va se poser, est-ce que l'Union européenne va devoir aller jusqu'au bout de sa radicalisation et remettre en cause l'unanimité qui est la seule garantie de la souveraineté des États actuellement?
Et est-ce que les États européens vont pouvoir enfin se réveiller et donc essayer de remettre l'Union européenne à sa place, c'est-à-dire à celle d'organisation internationale, mais qui ne surpasse pas les États. Et ça, c'est l'enjeu, effectivement, le premier qui va être... Est-ce qu'on peut s'attendre à une fragmentation de l'Union européenne? Est-ce que vous soutenez cette position? Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de fragmentation de l'Union européenne. Soit elle survit à cette crise et elle devient réellement, elle achève, on va quelque dire, la souveraineté des États, soit simplement elle va imploser et elle va disparaître et se mettra en place une autre forme de coopération entre les États européens qui devront bien devoir assumer une politique nationale. Merci Karine Béché-Golovko pour cet éclairage. Je remercie également Monsieur Mahfoud Kaoubi pour son intervention dans cette émission. Je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.